Cette année, la Ligue du Midi donc, a fêté ses 15 ans. 15 ans, Eric vous l'a esquissé, 15 années de lutte. Et parmi ces 15 années de lutte, de nombreuses victoires, donc certaines homériques. On s'en souvient, il y a quelques yeux qui brillent et qui étaient là. Voilà, la Ligue, avec courage et détermination, avec la Ligue, nous avons fait face donc à la répression, nous avons encaissé des coups pour mieux les rendre, toujours. Nous ne ramassons jamais sans faire payer l'adversaire. Dans cette adversité, nombreux procès, évidemment, je crois qu'en 15 ans, on doit avoir au moins une bonne dizaine. Mais dans cette adversité, il y a une saine camaraderie qui a germé et nous avons vu pousser un clan. Un clan qui a su maintenir prête et parage nos valeurs, les valeurs qui nous sont propres depuis le Xe siècle. Par l'action, la Ligue a établi un solide réseau à travers l'ensemble des pays LOC et nous disposons désormais d'importants relais dans la France du Nord. La Ligue a célébré de nombreuses naissances. Nous avons hélas déploré plusieurs décès. Et aujourd'hui, je vous demanderai d'avoir une pensée particulière pour notre camarade et ami Alain, qui a fait une mauvaise chute sur un chantier et qui a un peu de peine à sortir du coma. Donc tout à l'heure, je compte sur vous pour qu'il y ait main toast à son honneur et à sa santé et pour son bon rétablissement. Mais vous le savez, quoi qu'il en soit, les gens de la Ligue meurent forcément, mais ils ne disparaissent pas, car ils marchent avec nous dans l'action. Et c'est ça la Ligue. Un clan, une communauté militante qui s'est imposée comme un mouvement politique des plus singuliers. Identitaire sans être occidentaliste, autonomiste mais pas séparatiste, à la fois révolutionnaire et conservateur, attaché à la souveraineté populaire ainsi qu'à la défense de nos libertés publiques et communales. Localiste et néanmoins partisan d'un puissant bloc civilisationnel de Brest à Vladivostok. Le premier objectif de la Ligue était d'éveiller notre peuple à une prise de conscience identitaire. C'est chose faite, les amis. Mais le réveil est plus que brutal. En quelques chiffres, 8 200 000 immigrés résidant légalement en France. À cela, il faut ajouter 1 million de clandestins. Rajoutez-y 3 140 000 descendants directs d'immigrés, donc issus de 2 parents nés à l'étranger, et 4 millions de plus de couples mixtes. Ils ont droit. Ce qui nous fait un total supérieur à 16 millions d'halogènes. Quand je vous disais que le réveil était brutal, il est brutal. Si on prend en considération les indices de natalité respectifs pour chaque communauté, la France de nos enfants paraît très sombre, sans jeu de mots. Comme de la trahison, cette colonisation nous est facturée. Sachez-le, l'immigration représente un déficit annuel estimé entre 55 et 85 milliards d'euros, qui grève évidemment le budget de l'État. Évidemment, sur France Inter, on nous racontera que plein d'argent n'est pas mortel, mais nous savons, nous, que l'insécurité liée à l'immigration est-elle trop souvent mortelle. Et comment quantifier la dégradation de la qualité de la vie? À quel prix faut-il estimer l'érosion de l'estime de soi, de la sûreté morale, de la confiance collective et du sentiment de fierté nationale? Et c'est pourtant cette dépression identitaire qui est ressentie comme la première des souffrances partagées par la France d'en bas. Au nom de l'égalité,
toute exigence d'assimilation des étrangers est désormais considérée comme moralement infondée et dénoncée par les bien-pensants comme une violence à l'encontre des cultures minoritaires. La dévotion dogmatique des juges pour les droits de l'homme nous interdit d'imaginer une quelconque politique qui permettrait d'imposer chez nous notre culture et nos propres modes de vie. Il nous faut donc permettre aux musulmans de construire leurs mosquées, admettre qu'ils aient à respecter leurs obligations religieuses, y compris la sphère publique, de voiler leurs femmes dans nos rues et nous organiser pour qu'ils puissent bénéficier de traitements spécifiques dans nos écoles, nos armées, nos hôpitaux, nos entreprises, voire nos prisons. Aux yeux de la France et des déclassés, l'immigration ne passe plus pour une fatalité ou le produit d'un péricile de nos dirigeants, mais pour ce qu'elle est, un processus de remplacement de population planifié. Il est clair désormais que l'immigration de masse ne pouvait que transformer fondamentalement notre cadre de vie et nos traditions, et qu'elle nous a été imposée pour satisfaire les seuls intérêts de l'oligarchie mondialiste. Eux en tirent les bénéfices immédiats, tandis que les coûts d'intégration, la formation, l'éducation, la sécurité, ainsi que les coûts sociaux, la santé, le logement, ainsi que les prestations diverses et variées, sont eux à notre charge. Et je n'invente rien, et c'est l'IFOP qui le dit. Pour 74% des Français, l'importation massive de l'hyperprolétariat permet au patronat de tirer toujours plus les salaires vers le bas. Selon le même sondage, nous sommes 67% à penser que nous ne pouvons pas accueillir plus de migrants car nos valeurs sont trop différentes et que cela pose des problèmes de cohabitation. Nous sommes 73% à estimer que notre pays compte trop d'étrangers et à vouloir mettre un terme à la politique d'immigration. 79% à être favorable à l'idée d'un référendum sur la politique migratoire. Et 82% estiment qu'il s'agit d'un sujet dont on ne peut pas parler sereinement, un sujet sensible et source de crispation, et c'est dire la pesanteur psychique du politiquement correct exercé sur les Français. Pour permettre aux étrangers de conserver leur identité, nous devrions renoncer à la nôtre, à un dialogue des livres, à une mémoire collective et à certains pressentiments d'avenir. Les incantations des sirènes du régime n'y suffisent plus, et les petits blancs ont conscience désormais que l'intégration des musulmans implique de fait l'islamisation du pays et par conséquence la désintégration de leur identité et la fin de certains modes de vie familiers. Voilà ce que refuse l'immense majorité des Français. Tous ces bons Gaulois qui, pour citer Maurice Bardèche, ressentent une contradiction profonde entre le mode de vie qu'une idéologie entendait leur imposer et leur tempérament, leur instinct, leur attachement à une certaine manière d'être qu'ils estimaient conforme à la nature des choses. Et c'est à nous, militants de la Ligue du Midi, militants identitaires des pays d'Europe, de structurer cette colère de sourds et légitime. Légitime parce qu'en tant que peuple autochtone, nous avons des droits. Et ces droits nous sont garantis par les Nations Unies. Nous invoquons donc le droit de vivre sur les terres de nos ancêtres selon notre propre tradition. Vivre sur les terres de nos ancêtres selon notre tradition, et nous refusons de nous retrouver un jour minoritaires chez nous. Les amis, nous assistons à la fin d'un cycle. La décomposition de la modernité, de l'hégémonie américaine, du système libéral et des organisations politiques qui lui correspondaient. Les crises succèdent aux crises. Crise identitaire, crise sanitaire, crise environnementale, crise spirituelle, crise démographique, crise économique, crise sociale, crise institutionnelle désormais.
et maintenant la crise des crises, la guerre contre les Russes. Mais nous savons que la crise est inhérente au libéralisme en général et à la Macronie en particulier. Parce que la crise, pourquoi? Parce que la crise crée la peur, et que c'est par la peur que l'oligarchie se maintient au pouvoir. Les amis, vous le savez bien, c'est par peur du chien que le troupeau se presse, servile auprès du maître et lui délègue son destin, que l'on sait d'ores et déjà funeste. Peur du chômage, peur de la racaille, peur de la dette, peur des flics et de la répression, peur de la mort sociale imposée par les antifas. Pas d'issue, le Français est prisonnier de son propre pays. Mon pays me fait mal, chantait le poète, à Fresnes. Il commence à comprendre que les verrous de notre prison sont institutionnels. Que notre prison, c'est notre propre constitution. Notre prison, donc, disais-je, c'est la constitution. Et que pour s'en libérer, les Français doivent y mettre le feu et y pousser les matons du Conseil constitutionnel dedans. Mes amis, plus de 8 Français sur 10 ne font plus confiance au système représentatif et souhaitent dissoudre le Parlement une bonne fois pour toutes. Institutions et personnels politiques ont failli. À la trappe! À la trappe, s'écrirait le PLU, avec enfoncement des petits bâtonnets dans les oreilles. Et il avait bien le PLU. Car les Français savent désormais que pour se libérer, il faudra renverser le régime. Il faudra purger le pays et punir les auteurs de forfaiture. Et ce triptyque est incontournable pour reprendre notre destin en main. Car non, notre destin n'est pas encore écrit. Il n'y a aucune fatalité à notre décadence. Bien sûr que la prise de pouvoir est possible, bien sûr, mais certainement pas en respectant les règles du théâtre institutionnel, puisque ces règles ont été justement établies pour juguler souveraineté populaire et vox populi. Souvenez-vous, quand les bourgeois libéraux ont pris le pouvoir en 1789, ils ont pris bien soin de doter la République d'un système représentatif qui les favorisait évidemment, doublé d'un suffrage censitaire qui les favorisait doublement. En substance, le populo, vous avez fait, venez bosser dans nos ateliers et nos nouveaux domaines confisqués. Mais pour ce qui est de la politique, ça c'est un truc d'expert. Maintenant, nous autres bourgeois, on a des guerres à déclarer, on a des affaires à faire, circuler, il n'y a rien à voir, au boulot. Alors évidemment, nos aïeux auraient dû se méfier. Mais comme en ce temps-là, les méfiants étaient décapités, leurs biens saisis pour être bradés à les bourgeois, ben la chose s'est imposée. Et le suffrage censitaire et le suffrage universel ont été adoptés. Avec le temps et nombre de fusillés, le système représentatif s'est posé en modèle indépassable de la démocratie, alors qu'il en est la négation même. Élire, c'est tout de même remettre son pouvoir de décision à un tiers sans aucune garantie. Un chèque en blanc contre les promesses électorales. Et vous savez ce qu'on dit, les promesses rendent les enfants heureux. Alors citoyens, je vous pose la question, sommes-nous des enfants? Non. Sommes-nous placés sous tutelle pour ne pas pouvoir décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous, chez nous? Non, évidemment. La Ligue, elle, qui ne craint pas le peuple, contrairement à l'oligarchie plutocrate, nous préférons la démocratie directe et nous réclamons
le référendum d'initiative citoyenne à tous les échelons des collectivités territoriales. Ouais. Là, il y a des paysans là-bas. Dans ce coin, il y a des mecs malins qui vont louer. Nous réclamons donc le RIC pour voter ou abroger la loi. Nous réclamons le RIC pour modifier la Constitution, parce que je vous le rappelle, depuis 1958, il y a quand même eu quelques 25 modifications de la Constitution. Nous avons été consultés par 2 fois. Alors une fois, on s'est trompé, on a mal voté, on nous a fait... on a oublié le référendum, mais c'était pour Maastricht. Et la deuxième fois, bon, c'était pour savoir si on voulait un président, une bordille pour 5 ans ou pour 7 ans. Bon, on a décidé que 5 ans c'était mieux, mais c'était vraiment par défaut. Voilà, voilà. Donc voilà l'intérêt du RIC, et évidemment du RIC constitutionnel. Et nous voulons également imposer le RIC pour évoquer un élu qui ne ferait pas son travail ou qui ne nous conviendrait pas. C'est-à-dire un qui aurait fait des promesses, mais promesses non tenues à mi-mandat. Ah, il était caga. Les amis, un dernier sondage IFOP. 68% des Français estiment que les collectivités locales n'ont pas assez de pouvoir. 71% des Français sont favorables à un renforcement considérable du pouvoir régional. Et accrochez-vous, 90% des Français estiment que l'État central est largement trop déconnecté des réalités locales. Et je vous rassure, concernant l'enseignement de l'histoire et des langues régionales ou les questions attenantes à leur statut, l'engouement est du même tonneau. 80%, 8 Français sur 10. 8 Français sur 10. Souvenez-vous de ce que disait Monnereau. Un jour viendra où les réprouvés passeront, nous qui étions des réprouvés il y a encore 10 ans, 15 ans, nous passerons pour des éléments de stabilité, des éléments qui incarnent le courage, la détermination, sans quoi il n'est pas de grand pays. Vous l'avez compris, comme nous, identitaires de la Ligue unie, les Français veulent en finir avec l'héritage jacobin du centralisme parisien. Voilà pourquoi, comme nos anciens faits libres, nous réclamons ce jour, ensemble, la liberté de nos communes. Nous voulons qu'elles redeviennent maîtresses de leurs fonctions essentielles. Nous voulons une assemblée souveraine à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier. Nous en voulons une à Marseille, à Aix. Et ces assemblées régiront notre administration, nos tribunaux, nos forces de sécurité, nos universités, nos écoles, ainsi que nos travaux publics. Ouais. Les amis, c'est la France, c'est l'État central qui nous y a poussés. Dorénavant, nous sommes autonomistes, nous sommes les fédéralistes. Nous voulons libérer de leurs cancans départementaux Provence, Osco, Provence, Languedoc, libérer le Dauphiné, le Béarn, Limousin, l'Auvergne, la Gascogne, le Roussillon, liberté! Mes amis, je vous remercie. En accédant à l'autonomie, les Corses
Vous savez que nous sommes en plein, tous les regards, tous nos regards devraient être portés par la Corse, par la liberté qui vient de conquérir après 50 ans. Aléria, c'était il y a 50 ans. Il a fallu 50 ans de lutte armée aux Corses pour obtenir les premières négociations, un statut sur l'autonomie de leur île. Vous savez ce qu'ils viennent de faire? Macron et la Macronie voulaient privatiser leur port. Ils se sont insurgés. Ils ont dit, ça c'est Corse. Ça c'est pour le bien public corse. Et il n'y a aucun banquier qui prendra du pognon sur le patrimoine des Corses. Le patrimoine des Corses doit enrichir la Corse. Donc en accédant à l'autonomie, les Corses ont ouvert une brèche chez l'ennemi jacobin. Et il leur aura fallu donc Aléria, il aura fallu 50 ans de lutte armée, avec tous les drames que cela sous-entend. D'exil, d'expatriation, de prendre le maquis, d'être envoyé dans des prisons à l'autre bout de l'Hexagone, à Paris, mettre la pression sur les familles, ce qu'a fait l'État central, alors que ce peuple corse ne demandait qu'un petit bout, il voulait juste un peu décider de ce qu'on ferait de son port. C'est pas des Parisiens de décider si on doit privatiser le port d'Ajaccio. Le port d'Ajaccio. C'est pas eux. Est-ce que c'est encore à des Parisiens à décider qu'il faut creuser des bassines, des bassines pour irriguer à Sainte-Soline? Non. Non. Par contre, alors c'est le préfet qui l'impose. Le port de La Rochelle a été privatisé pour accueillir les céréales qu'on ferait pousser à nos pompes à l'eau, à Masséchal, le marais Poitevin. Et vous savez où elles partent? Une fois que le port a été privatisé, toutes ces céréales, vous savez où elles partent? Elles partent au Maroc, parce qu'ils ne sont pas foutus de faire pousser du métal pour faire du pain. Leur pain, quand ils ne viennent pas manger leurs allocations chez nous, le pain qu'ils mangent chez eux, il est produit avec du blé de chez nous. Ils nous tarissent, ils nous pompent pour le meilleur les nappes phréatiques. Et là, vous n'avez aucun gauchiste qui va s'en préoccuper. Bon, allez. Et est-ce que c'est à Paris? On y est toujours. Vous avez entendu la amende? C'est Paris qui nomme un prof pédophile pour apprendre aux enfants des petits lozériens à leur apprendre la sexualité. Est-ce que tu crois que si on pouvait décider chez nous de notre personnel dans les écoles et que ce mec était un occitan, un mec du coin, oh, s'il avait pas le chien pervers, il y a longtemps qu'on aurait aimé à ton voisin. Hein? On connaît les mères de famille de même. Et on leur fait confiance. Les enfants, il a tout dit. J'ai plus besoin de régler, il a tout dit. Donc les amis, en Corse, ils ont ouvert une brèche. La muraille du centralisme et du jacobinisme commence à se démarrer. Mais bon, il aura fallu, je vous disais, 50 ans de lutte armée. Bon papelier, Poppermat, pour les respectables. Poppermat, pour les respectables. Poppermat, pour les respectables. Et il ne tient qu'à nous, peuple du Midi, de nous engouffrer dans la brèche. Mes amis, montons à l'assaut et que crève la République des banquiers. Hola camarades,
Vous devez savoir qu'une grande initiative de l'ami Philippe de Villiers est en train de se préparer sur le thème en France, donc sur le thème d'une pétition pour l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Nous en sommes très satisfaits et nous voudrions faire une proposition. Après en avoir discuté avec un certain nombre de camarades le jour de la fête de la Ligue du Midi, le 28 septembre. Nous proposerons donc aux organisateurs de cette pétition la mise en place d'un certain nombre d'initiatives en région et pour nous en particulier sur la côte méditerranéenne sous la forme de rassemblements dans les divers départements depuis les Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Nous souhaitons que cette initiative puisse être reprise partout, dans toutes les régions en France, de façon à ce que les nationalistes, les identitaires, les patriotes et les résistants puissent influer efficacement sur le cours de l'histoire et ainsi de réaliser une grandiose manifestation dans la région parisienne.